quel est le média US, la série US ou le film US qui représente le plus le pays, toi qui... Donc, moi, je suis pas trop série, donc tout ce qui est Friends et tout ça, je suis passé à côté. Moi, puis c'est vieux. Hein. Nous, au sein de notre société, on est tous directement responsables en fait des efforts marketing. On a un peu comme voilà toutes les sociétés de vente. On a. Là, les Américains sont quand même très individuels et tous ceux qui veulent se lancer dans la performance, surtout dans les triathlons, on pense à Ironman ou la moitié de l'Ironman, Half Ironman, ils se mettent un objectif de préparation à 6 mois ou un peu plus, ils payent un coach personnel et c'est parti quoi. Ce qu'on devrait faire aussi en France. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui interviewe les ingénieurs au parcours atypique dans la vente, l'entrepreneuriat ou la transition énergétique. Dans ce deuxième épisode, je reçois Clément Fert, responsable commercial pour la société Celtec. Clément vit depuis 6 ans en Caroline du Nord aux États-Unis. Avec Clément, nous avons parlé de parcours de formation pour devenir commercial quand on est ingénieur, de management, de transformation digitale, mais aussi et surtout de la culture nord-américaine ou comment réussir son intégration aux États-Unis quand on est français. C'est un épisode passionnant, vous allez voir. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, m'encourager et donc pouvoir continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage à noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous rendre sur la page buymeacoffee.com/systemsales pour participer financièrement à l'aventure. Je vous mets le lien dans la description. Enfin, pour ceux qui s'intéressent à la vente, je vous conseille toujours l'écoute du podcast Les Héros de la Vente d'Alexandre Vaquier. Je le trouve vraiment enrichissant de par la diversité de ses invités. Vous le trouverez sur toutes les plateformes d'écoute. Mais avant, on écoute cet épisode de System Sales, hein ? On est d'accord ? Allez, c'est parti, je vous laisse en compagnie de Clément. Bonjour Clément. Bonjour Mathieu. Je suis très heureux de t'accueillir sur cet épisode de System Sales. Oui, moi aussi, merci de me recevoir. Écoute, déjà, j'espère qu'il n'est pas trop tôt chez toi. Clément vit aux États-Unis, en Caroline du Nord, si j'ai bien compris. C'est ça, mais du coup, moins de décalage, vu que c'est la côte Est. C'est beaucoup plus facile que la côte Ouest. Ouais. Alors Clément, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs, nous présenter ce que tu fais actuellement déjà et peut-être ton entreprise ? Oui, Clément, j'ai 32 ans. Ça fait 6 ans bientôt que je suis basé aux États-Unis. Quel est le nom de ton entreprise, Clément ? Excuse-moi. Celtec. Donc, les bureaux principaux sont basés dans la région parisienne, à Créteil. Et ensuite, on est une boîte, on va dire, taille moyenne, petite moyenne entreprise qui a une dimension internationale. Donc, on a des bureaux un petit peu partout. On est entre 50 et 60 personnes au total dans le monde. Et moi, je fais partie du coup de l'équipe américaine. Donc, on a un bureau là où je vis en fait, donc à Raleigh en Caroline du Nord. Et on a 5 personnes à peu près, donc rattachées aux US. Et moi, mon poste vraiment c'est donc responsable commercial de cette entité et ce qui comprend 3 vendeurs et sans me compter. Donc moi j'ai aussi en plus des responsabilités de superviser la partie commerciale, j'ai aussi des territoires en charge en tant que vente. Ah oui, d'accord. Donc toi, tu es à la fois manager et vendeur opérationnel. C'est ça. D'accord, ok. Et juste, quel est le domaine technologique dans lequel Celtec opère ? Alors nous, on est dans l'industrie des composants électroniques. On a, on va dire, 2 grosses activités. On distribue officiellement des marques, donc on achète, on revend les composants qu'on fournit à tous nos clients en Amérique du Nord. Et la deuxième partie, on est vraiment fabricant de micro-haut-parleurs, donc un type précis des composants que l'on vend. On les contrôle, on peut modifier les spécifications et les adapter vraiment aux besoins du client. Et on est le propriétaire, donc on détient la spécification du produit et on est responsable de la qualité. D'accord, mais vous êtes sur quelle verticale de business ? Nous, on fait essentiellement du travail dans l'audio, donc c'est des micro-haut-parleurs ou microphones. Donc tout ce qui a à 2 sens de communication ou juste des retours audio par rapport à un utilisateur.
ben, ça va être voilà, beaucoup de types de produits. Donc on est très fort dans le médical. Et après, tout ce qui est nouveau, IoT, on a dans le home automation, un petit peu dans l'industriel pur, hein, des produits, des systèmes de mesure, hein, ce genre de choses. Ouais. D'accord, ok, très clair. Je pense que pour nos auditeurs, ils peuvent voir un petit peu les thématiques qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui avec toi, Clément. On va pouvoir parler de vente, on va pouvoir parler de management, on va pouvoir parler de la culture américaine et du marché américain. Mhm. Et on va pouvoir parler un petit peu de stratégie digitale. Donc, ce que je te propose aussi, peut-être, c'est brièvement de présenter ton parcours d'étudiant. J'ai commencé par un IUT, donc l'obtention d'un DUT génie mécanique et productique à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Pourquoi? Parce que c'est un circuit, on va dire, court et que je me sentais pas de faire des longues études. Donc quand je suis sorti de mon bac, longues études, ça me faisait un petit peu peur, même si j'étais pas mauvais, que j'avais envie de continuer. J'étais pas, on va dire, serein, donc je me suis dit, je vais sécuriser la chose. Si je peux, au bout de 2 ans, obtenir un diplôme professionnalisant et qui me permet de rentrer sur le marché, si j'en ai envie, c'est une très bonne option. Donc j'ai commencé par ça. Bien Après, sûr, excuse-moi, ça, je t'interromps, mais du coup, la différence par rapport à une prépa, c'est que ça t'a donné des très bonnes bases techniques plutôt que d'avoir peut-être fait une prépa avec des disciplines très variées et peut-être un peu trop généralistes, non? c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que bah, il y a les deux portes. Soit on peut rentrer sur le monde du travail, soit on peut continuer en école d'ingénieur. Ça, on va dire, c'est les deux grandes voies. Et du coup, forcément, ça s'est bien passé au bout des 2 ans. Ça m'a donné envie de continuer. Et en fait, on se dit, bon, refaire 3 ans, ben pourquoi pas. Et donc, en postulant à plusieurs écoles d'ingénieurs, j'ai défini mon choix sur l'ICAM, donc l'Institut catholique des arts et métiers, aussi à Toulouse. Et la spécificité de cette école, c'est que je l'ai faite en apprentissage. Donc j'alternais entre l'école et mon entreprise. Donc là, j'avais essentiellement un poste de concepteur mécanique. Et à la fin de ces 3 ans, donc formation bien complète avec des stages à l'étranger, dont un très important que j'ai fait de 6 mois en Californie. Ça m'a donné vraiment l'envie de voyager. Et à la fin de ces 3 ans, je me voyais pas vraiment rester à faire le même type de boulot. Voilà, cette conception mécanique sur ordinateur. Et je voulais bouger, utiliser un peu plus mes compétences de langue, mais aussi de dialogue. Et du coup, j'ai regardé un petit peu les options. Et c'est là où ça m'a apporté sur le master spécialisé d'ingénieur d'affaires industriel dispensé par l'INSA de Toulouse, qui en fait est un format de 6 mois court, 6 mois de stage. Et c'est la passerelle, on va dire, parfaite pour transformer un ingénieur en commercial, technico-commercial. C'est une formation dont j'ai pris connaissance en discutant un petit peu avec Mhm. toi, Clément. C'est un diplôme qui forme au métier de la vente, enfin, qui forme spécialement les ingénieurs d'origine au métier de la C'est vente, c'est ça. ça? Mhm. D'accord, ok. Donc toi, le stage que tu as fait aux US, ça faisait partie de ton cursus? C'était un stage qui était imposé à l'étranger ou tu avais le choix de le faire en France et c'est toi qui avais de toi-même décidé de bouger et de le faire à l'étranger? Alors moi, je l'aurais fait coûte que coûte à l'étranger, puisque je vois beaucoup d'intérêt voilà, s'ouvrir l'esprit, mais c'était obligatoire au moins de faire 3 mois à l'étranger pour valider le diplôme. Et du coup, tant qu'à faire, autant faire ben voilà, entre 3 et 6 mois si possible. Et puis à l'étranger, comme ça coche la case, et c'est super, super intéressant. Ouais, je crois que maintenant dans les cursus, c'est quasi un standard hein, d'avoir des obligations de stage à C'est l'étranger. ça. Mhm. Effectivement, je pense que c'est un bon moyen de pousser les étudiants à s'ouvrir à l'esprit et à bouger, à voyager. Et donc, si je rebondis sur ce que tu disais, quand tu étais dans ta formation de commercial avec ce double diplôme, tu avais 6 mois de cours, 6 mois d'alternance. Tu as fait ton alternance dans quelle entreprise du coup? Alors moi, j'ai été pris par la société Aéro Expert, qui est basée donc à Labège, hein, collé à Toulouse. Euh, et en fait, c'est une petite entreprise qui fait du calcul mécanique pour l'aéronautique.
Donc c'est très très spécialisé là-dedans. Et quand j'ai été embauché, forcément c'était sur de la vente et j'étais donc responsable du territoire de la France pour gérer tous les clients. Donc là, pas de management, pas d'équipe à gérer, juste à traiter avec le bureau d'études pour coller la demande de mon client avec ce que l'on est capable de faire, demander un petit peu au BE combien de temps ils vont passer pour traiter de ce dossier de calcul et pouvoir coter précisément le client. D'accord. Donc là, ça y est, on y est. Tu es devenu vendeur en alternance. Mhm. Comment tu as abordé un petit peu les caractéristiques de la vente par rapport, alors je sais pas, peut-être que ta formation théorique t'y a aidé, mais comment tu as abordé les étapes qui sont, je sais pas, la prospection, la qualification, la négociation. Voilà. Comment tu as abordé ces aspects-là en tant que technicien de formation? Bah là, du coup, sur les 6 premiers mois, vu que c'est vraiment un stage, j'ai mis en application tout ce que j'ai vu à l'INSA. Donc là, c'est vraiment tout le cycle de l'affaire. Donc on imagine dans une petite entreprise comme ça, on est obligé de traiter donc de soit faire développer un client existant, soit aller le chercher de zéro, et Mhm. ensuite de le faire amener jusqu'à la signature du contrat et jusqu'à la livraison. Donc j'ai vraiment eu euh, on va dire, accès à tout ça dans cette petite boîte. Donc ça m'a vraiment, au lieu de me cantonner dans une tâche de l'ingénieur technico-commercial, j'ai pu pratiquer vraiment la totalité de l'affaire. Après, comment je l'ai abordé? Mon patron était très bien calé, lui, en vente, en France, à l'international. Donc, il avait énormément d'expérience qu'il a pu me transférer. Donc j'étais pas non plus voilà tout seul sur le territoire de la France Ouais, pour tu avais gérer tous les clients. un manager mentor, quoi, on va dire. Exact. Ouais. Ouais. Et à l'époque, je suppose que comment se passait la prospection? C'était du démarchage déjà par email ou par téléphone? Comment ça se passe par rapport à maintenant? C'était les deux essentiellement. Donc première approche, on va dire par email et ensuite suivi par téléphone. Donc forcément pas facile, surtout dans ce métier-là. Donc euh, dans ce milieu aéronautique, surtout en France, donc c'est relativement limité. Donc les clients, on connaît les noms. Le vrai challenge, c'est d'aller chercher les bons contacts et de développer un réseau. Et ensuite, donc moi, je me suis basé puisque bon, l'entreprise existait quand j'y étais depuis des années. Il y avait déjà une base de données, on va dire, de prospects que j'ai pu développer. D'accord. Et on va faire un petit bond dans le temps. On va arriver à tes fonctions actuelles. Tu es basé aux États-Unis depuis combien de temps? Donc ça va faire bientôt 6 ans que j'ai été embauché du coup par Celtech pour aller directement aux États-Unis. D'accord. Et qu'est-ce qui a motivé ton choix? C'était l'envie de revoir les US, de vivre là-bas, d'avoir une expérience? Alors exactement, ouais. Quand donc vraiment Aéro Expert, ça a duré du coup, j'ai fait mon stage, j'ai été embauché, ça a duré une période de 2 ans et j'ai toujours gardé en tête, malgré que l'activité aéronautique me correspondait bien à mon profil ingénieur de base, les projets étaient très intéressants. J'ai toujours gardé en tête en fait les voyages que je faisais pas dans ce poste-là et potentiellement être basé à l'étranger directement. Donc j'ai commencé un petit peu à chercher. Euh, et j'ai eu accès du coup à un VIE que Celtech proposait pour les États-Unis. Du coup, j'ai été pris, formé pendant un mois au siège euh, à Créteil et ensuite envoyé directement aux États-Unis. Et depuis ce temps-là, j'y suis. Et, euh, et Au vraiment, départ, c'était via un VIE, c'est ça? ça a commencé par un VIE exactement. D'accord. Et après, tu as basculé sur un positionnement permanent, quoi. C'est ça. Et du coup, juste pour revenir aux États-Unis, pourquoi j'ai toujours donc gardé ça en tête et eu un petit peu le virus quand je suis parti pendant 6 mois en Californie, où j'ai trouvé vraiment la dimension des États-Unis euh, hyper intéressante.
et pas que voilà, faire des visites, c'est cool, tout le monde veut y aller, mais plutôt la dimension business, on va dire. Il y a des possibilités énormes, le territoire est gigantesque et je me suis dit, voilà, c'est ce pays. Donc dans mes recherches, avant d'être engagé par Celtech, me focalisais énormément sur les États-Unis. On va dire qu'il y avait d'autres pays qui auraient pu m'intéresser, mais j'étais à 300% pour les États-Unis. Donc, grosse volonté d'un point de vue business d'aller sur ce territoire. Mhm. Est-ce qu'il y avait d'autres facteurs qui t'attiraient là-bas? Qui m'attirait, on va dire la culture, hein. C'est un pays anglophone, donc on va dire plutôt accessible. On peut en moyen terme, long terme, vraiment s'intégrer là-bas comparé à un autre pays, hein, où c'est difficile. Et bon, s'il y a une barrière de langue et de culture encore plus importante, ça peut bloquer. Là, c'est complètement ouvert aux États-Unis. Je dirais c'est essentiellement ça. Et le fait que ce soit pas si loin, bon, surtout pour la côte est, hein, pour côte ouest, ça reste quand même beaucoup plus loin. Il y a le décalage horaire et on rajoute plusieurs heures. Mais côte est, c'est très accessible. On reste vraiment toujours un peu plus rattaché à la France. Ok. Et comment tu as abordé donc tes prises de fonction là-bas? Tu as débuté directement dans du management ou tu as eu d'abord des fonctions purement sales? Euh, Pure sales. Donc le poste, c'était vraiment de renforcer l'équipe locale en tant que vendeur sur un territoire précis. Donc au début, bon, ça remonte un petit peu. Je me rappelle plus exactement les territoires précis que j'avais en charge, mais forcément c'était plusieurs régions d'États aux États-Unis et l'est du Canada. Donc la partie francophone du Québec et aussi l'Ontario. Donc c'est des gros territoires, hein. Vu que c'est une petite équipe, on se divise très rapidement toute l'Amérique du Nord. Et du coup, ça a été mon poste voilà, initial. J'ai eu une formation, on va dire, un peu commando par mon manager à l'époque, qui m'a complètement mis le pied à l'étrier, donc avec une formation de 1 mois à Paris, en voyant un petit peu ce que les vendeurs français faisaient, donc pour gagner un petit peu en connaissance des produits, mais surtout en culture de l'entreprise. Donc j'ai eu la chance d'aller une semaine voir ses clients en Finlande, faire une tournée avec une autre vendeuse en France pour un peu voilà, savoir comment chacun gère un petit peu voilà, ses clients, son approche, mettre tout ça à la moulinette et faire la même chose aux États-Unis et bien sûr en s'adaptant aux spécificités du marché. Et du Et coup, comment le marché a accueilli le petit Frenchie du coup? Parce que j'imagine que voilà, avoir des vendeurs américains sur le territoire US, ça me paraît plutôt une évidence. Mais comment les Américains, les clients américains t'ont perçu à l'arrivée quand t'as débarqué la première fois en phase 2? non, j'ai rien ressenti de particulier côté client, où ça les gênait, où voilà, j'étais jeune, étranger. Euh, je pense que le fait déjà que la société a des racines françaises, ça a du sens. Et ensuite, c'était plutôt moi, pas gêné, mais on va dire un petit peu déstabilisé pour commencer bien comme il faut le boulot, se mettre dedans. Mais comme j'ai dit, j'ai eu une formation voilà très poussée, donc 1 mois en France et ensuite quand je suis arrivé aux États-Unis, mon directeur commercial était là avec moi pendant 1 à 2 semaines pour me présenter l'équipe et faire une revue commerciale quasiment d'entrée quand on a atterri. Donc ça m'a vraiment tout donné. Quand il est reparti, j'étais prêt. Fallait juste mettre en application tout ce qu'il m'avait présenté et tout ce que je savais faire déjà. Et vous avez fait un peu de suivi quand même continu, parce qu'une formation commando d'1 mois, très bien. Et après, derrière, vous aviez quand même un suivi. Tu faisais un peu de débriefing avec lui ou comment ça se passait? Ouais, il y avait un débriefing et ça a duré donc on va dire ça n'a pas été super long parce que lui il est parti de la société on va dire 6 mois 10 mois plus tard. Mais les 6 mois qui ont suivi mon arrivée aux États-Unis, oui il y a eu des revues commerciales classiques, hein, périodiques, pour voir si tout allait bien et j'ai pour moi, de mémoire, tout s'est très 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 bien passé et j'ai apprécié énormément cette mise en route en fait, que je n'attendais pas du tout puisque j'avais
Ça s'était pas vraiment passé chez Aéro Expert à Toulouse. Euh, aussi, aussi, aussi intense, on va dire. Mais aussi, j'ai apprécié donc énormément parce que je m'en suis rendu compte bien plus tard que la formation était presque euh, c'est ce qu'il faut faire presque à chaque fois pour mettre un vendeur en route aussi rapidement. Ouais, ce que j'allais dire, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est surtout que en fait, j'ai l'impression qu'ils avaient un processus de formation. Alors, je ne sais pas s'il était empirique ou gravé dans le marbre, mais en tout cas, il y avait un processus de formation des vendeurs qui a fait que toi, tu t'es senti opérationnel après seulement un mois ou deux, quoi. C'est ça. Et moi, bon, forcément, ben, j'avais pas aucune expérience pour former des commerciaux. Là, quand j'ai vu cette formation, on va dire, bon, je l'ai subi. Ça s'est super bien passé, mais je me suis pas rendu compte à quel point ça m'a été bénéfique. Et je m'en suis rendu compte, mais beaucoup plus tard. Question piège, est-ce que ce que tu as appris en 6 mois de théorie dans ton diplôme, on va dire de marketing ou de vente à l'INSA de Toulouse, par rapport à cette formation accélérée d'un mois, est-ce que les deux étaient complémentaires? Est-ce que finalement tu te dis, bah, ce que j'ai vu en un mois accéléré avec un vendeur senior en coaching aurait suffi? Je dirais que ça collait beaucoup. Il y avait beaucoup d'éléments. Enfin, on n'a pas passé de temps sur quand j'ai été mis en route chez Celtec, puisqu'il y avait plein de bases qui étaient déjà développées durant la formation. Donc c'était vraiment, on va dire, pour la suite logique. Et ensuite, moi, j'arrivais, j'avais déjà 2 ans d'expérience dans la vente. Donc là, il fallait vraiment juste que je colle, que j'apprenne les produits, la culture de l'entreprise, comment ils faisaient, et puis en avant, quoi. Mais est-ce que tes 6 mois, du coup, théoriques t'ont servi vraiment? Ou tu te dis, bah, finalement, à la sortie de... Ou alors ça t'a aidé peut-être à trouver un job dans les ventes, plutôt que, en fait, tu aurais vraiment peut-être pu apprendre ou avoir la même courbe de progression en sortant directement de ton diplôme technique, en prenant un poste de vente, sans passer par la case diplôme additionnel. Pour moi, ça a donné toutes les bases de la vente. Donc, à chaque fois, donc là, mon seul point de comparaison, c'est vraiment ben, quand je compare avec d'autres collègues qui ont un profil similaire ou qui n'ont pas forcément fait de la vente pure et qui sont ingénieurs, qui ont passé directement en vente, ben, je vois toujours, c'est pas facile, on voit pas un décalage comme ça évident, mais il y a plein de bases commerciales qui ont été déjà abordées durant cette formation à l'INSA. C'est de l'acquis, il faut juste le mettre en pratique et le répéter, le répéter. C'est presque indispensable, je dirais. Après, bon, du coup, j'ai pas fait l'inverse. Moi, j'ai pas eu le parcours de rester ingénieur et d'être transformé plus tard au cours de la carrière. Mais là, en 6 mois, ça a accéléré, je dirais, ça a fait gagner 5 à 10 ans peut-être. Et par rapport à des métiers d'ingénieur un peu plus classiques, peut-être, j'en sais rien, chef de projet, bureau d'études, qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans la vente et qui te plaît encore? Alors, je dirais, bah, c'est la dimension, se rendre. Bon, tout le monde est utile à l'entreprise, mais là, pour voilà, générer de la croissance, faire développer une société, vendre plus de produits ou de services, bah, il nous faut, dans tous les cas, il nous faut des vendeurs techniques euh, qui ont de l'expérience et qui vont pousser en ce sens. Et du coup, être un petit peu voilà, cette voie entre vendre mieux les produits et aussi les faire vraiment se réaliser en termes business, je pense que c'est vraiment ce qui m'a tiré. Et ensuite, tout ce qui est communication avec le client, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir connaître un nouveau prospect, un client, savoir un petit peu leur cœur de métier et les aider, savoir bon, sortir le besoin, tout ça, mais leur apporter une solution. Que ce soit, donc moi là, au jour le jour, c'est un composant qui règle un problème. Ils ont besoin d'acoustique, on leur donne un produit, un composant acoustique qui va faire le boulot avec voilà, plein de contraintes techniques, mais on leur apporte on leur apporte Mm. une solution à leurs problèmes. Et le fait d'être voilà, en contact avec ces sociétés-là, je pense que c'est ce qui me donne beaucoup de motivation. Et quelle est la qualité essentielle que tu utilises quand tu abordes un nouveau client ou, je sais pas, même pour maintenir la relation avec un
un client existant? Qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux? Il faut être, je dirais très professionnel. Faut savoir, faut montrer qu'on est, sérieux, qu'on sait de quoi on parle. Donc forcément, on connaît pas tout, mais il faut montrer qu'on est, consistant dans notre, discours et que notre produit, va correspondre à leurs besoins et rester à l'écoute. Donc faut savoir vraiment, poser les bonnes questions et noter un petit peu ce qu'ils nous racontent puisque c'est très important après Mmh. pour l'après-vente, en fait, pour, savoir, il y a plein d'éléments qu'on peut détecter, pendant la rencontre qui vont nous aider un petit peu, à définir le meilleur prix, à pas se faire, bouler, rapidement. Ouais, c'est clair. Et moi, je dirais il faut naturellement s'intéresser à la vie de ton client, en fait. Il y a des gens, des fois, qui me demandent comment j'ai réussi à être un peu successful sur la vente. Moi, de mon côté, je pense que c'est exactement ce que tu viens de dire, à la fois montrer ton expertise et être professionnel, mais ce qui fait la différence de mon point de vue, c'est quand tu t'intéresses naturellement et sans te forcer à la personne en fait. Et moi j'ai toujours été très curieux d'écouter les histoires des gens, et d'autant plus les histoires des clients. Chacun a sa propre histoire, ses propres problématiques, ses propres objectifs. Et quand tu as cette curiosité naturelle, ou sans te forcer, eh bien tu vas t'intéresser aux autres et que tu vas écouter ce que ton client a raconté et que ça paraisse pour lui naturel et un plaisir d'échanger avec toi, je pense que déjà tu as fait 90% du chemin. Mmh. Ouais, je suis d'accord et après il faut, je dirais les aider parce qu'ils ont toujours ils ont toujours des problèmes, il faut leur rendre la vie un peu plus facile donc à chaque fois, qu'on traite avec eux, je dirais il faut essayer de leur apporter, quelque chose de nouveau et qui va les faire avancer. Et qu'est-ce qui a changé? Je pense que tous les commerciaux ont vécu ça il y a, je sais jamais si c'est il y a 1 an et demi, 2 ans ou maintenant même 10 ans, le Covid. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle et que c'est omniprésent dans nos vies. On a l'impression que ça fait 10 ans que ça existe. Mais qu'est-ce qui a changé brutalement pour toi dans ta façon de travailler et comment vous avez abordé ça au sein de ton entreprise? Alors nous, au jour le jour, avant Covid, on se déplaçait minimum une fois par mois, sur un territoire précis, aller faire une tournée, voir tous les clients et c'était de manière très régulière puisque plus on va voir les clients en personne, plus ils vont se rappeler de nous, plus ils vont nous rappeler plus tard pour un nouveau projet. Du coup, ça a complètement disparu, pendant Covid. Voilà, au jour le jour, on est à la maison ou on va une fois au bureau, mais on est un petit peu isolé chez soi et ensuite, la grosse, conséquence, c'est qu'on a perdu l'accès à nos clients. Donc, les clients existants, je dirais pas trop de soucis. Si on a été bon par le passé, ils se rappellent de nous, ils nous font confiance. Le contact est facile. Pour tout ce qui est nouveau prospect, très, très dur. Là, on repart, on va dire, de zéro et du coup, il faut, prospecter, passer du temps en ligne, essayer d'attraper des numéros de téléphone par-ci par-là, donc très difficile et nous donc Je pense que ça a été, excuse-moi, on va essayer de garder le point que tu voulais aborder, mais effectivement, je pense qu'il y a eu un blast total dans l'industrie où tout le monde s'est aperçu qu'en fait, son flux de prospects entrants, enfin, tout du moins les process pour faire entrer un flux entrant de prospects étaient quasiment inexistants. Donc, tout le monde s'est retrouvé complètement par terre quand la crise est arrivée, quoi. c'est ça et moi je trouvais facile, on va dire, de générer des visites clients, surtout quand on se déplace et je me rappelle ça, je m'occupe de la région de Boston, j'avais fait une tournée, un nouveau prospect qui me répondait pas trop, je leur avais annoncé que j'étais là à tel moment et ils avaient accepté. J'avais vu 6, 7 ingénieurs d'un coup. Ça, c'est du jamais vu, ça n'arrive plus du tout maintenant. Juste quand on dit, voilà: «Je voudrais, qu'on discute, est-ce qu'on peut faire une conf call ensemble?» et ça n'arrive pas donc très, très difficile d'avoir accès, aux clients. Donc forcément, il a fallu revisiter tout un peu tout notre, comment aborder la chose donc on a poussé énormément sur les clients existants, essayer de les faire grossir, et ensuite pour générer de nouveaux, clients, là, on a mis beaucoup plus donc notre société, hein, a mis beaucoup plus de budget, sur la partie marketing. Donc au début, on a vu une personne, qui dédiée alors qu'avant on n'en avait pas vraiment et ensuite on en a rajouté une seconde là récemment,
On a mis les bouchées doubles pour essayer d'avoir des leads entrants. Ça s'est transformé donc en générant un nouveau site web, donc beaucoup plus avec beaucoup plus de produits, de visibilité en ligne. Et ensuite, on essaye de faire voilà beaucoup plus de présence, donc envoyer des newsletters à notre base de clients. Et on s'est mis aussi à faire des webinars. Sur des sujets pas que généraux, mais aussi techniques, qui peuvent intéresser du coup les ingénieurs. Donc là, à chaque fois, on fait des sessions. Donc, mettons sur une semaine, on peut faire 2-3 jours de webinar. Là, on a plusieurs intervenants qui font, on va dire, une session d'1 heure. Et bien sûr, au préalable, en tant que nous vendeurs, on invite une grosse partie de notre réseau et on cible. En fonction du sujet, on va aller chercher tous ceux qu'on essaye avec tous ceux avec qui on essaye de discuter. Et on a vu que ça nous génère quand même pas mal d'intérêt, où on a une liste à la fin du webinar, on sait qui a participé, combien de temps. Après, il y a une petite enquête, donc certains répondent. Donc on a vraiment aussi ce genre de retour. Et tu as des nouveaux leads, vraiment des vrais clients qui ont été générés grâce à cette stratégie-là ou pas? Alors c'est un peu tôt, nous on est sur des cycles d'affaires très longs, c'est difficile à quantifier dès maintenant. Même les webinars qu'on a fait, on va dire la deuxième partie de l'année dernière, ils se sont pas forcément transformés. Par contre, ça a fait revenir des clients que l'on connaissait déjà. D'autres, on pensait pas qu'ils auraient pu être intéressés, donc ça nous a ouvert en fait d'autres sujets de discussion. Et les 2 personnes que vous avez, c'est quel profil et elles sont permanentes chez vous ou c'est quoi? Non, c'est plus. Donc nous, on est une petite société, donc mettre voilà deux personnes à temps plein en marketing, c'est pas justifié. Donc on a plutôt donc ces deux profils alternants qui font donc mais qui sont très très sollicités du coup par notre société, puisque nous on les voudrait presque à 100%, mais on peut pas. Mais du coup ils sont c'est des profils plutôt juniors qui ont la pêche quoi, donc qui ont toutes les dernières nouveautés, en fait, ils le mettent en application. On multiplie les types de social media. Donc, on a une présence sur Instagram récente où on n'avait pas par le passé. LinkedIn, on a une page, donc on est très actif au niveau des posts. Et bon, on a forcément un site web qui est beaucoup plus adapté maintenant. Oui, tu m'avais dit que ils avaient fait un petit coup de rafraîchissement au site web. C'est des personnes qui sont basées à Paris ou c'est des personnes qui sont aux US À Paris. avec toi? À Paris. Et du coup, comment ça fonctionne? Parce que bon, moi je prends l'exemple de notre société actuelle où finalement moi les gens qui font la partie marketing, on les connaît pas ou il n'y a pas de connexion profonde avec les ventes. Vous, comment ça se passe? Tu les as régulièrement? C'est une stratégie agréée avec eux? Comment ça se passe? Vous interagissez régulièrement ou ils sont autonomes et Enfin, non, ils sont autonomes, ils évoluent dans leur coin et toi, t'es un peu, tu subis la stratégie. Voilà, je cherchais mes mots. Tu subis la stratégie qu'ils mettent en place ou c'est une stratégie qui est développée de manière commune et continue avec eux? Plutôt commune, donc elle est décidée au niveau du siège, mais bon, forcément, nous, on n'est pas impliqués au jour le jour là-dessus. Par contre, elle est adaptée à notre activité ici aux États-Unis, puisque le but, c'est d'aller impacter le plus de clients possible dans nos domaines. Tu trouves pas ça étrange d'avoir confié à des alternants parisiens une stratégie de communication aux US? C'est plutôt nous qui sommes, on va dire, responsables de ce que l'on veut communiquer, et c'est eux qui le mettent en application avec tous les outils et toutes les méthodes qu'ils connaissent, et que nous, on peut pas, puisque on peut pas dédier une personne. Avant, c'était vraiment voilà un de nous, on va dire, de l'équipe qui s'en chargeait. On pouvait pas continuer comme ça. Donc là, c'est vraiment c'est vraiment cette situation où nous, on décide des grandes lignes et ensuite le mettre en application. Et vous attendez un peu les fruits de tout ça, mais je pense que c'est une stratégie de toute façon qui est payante à moyen et long terme. Donc non, c'est intéressant de voir il y a des entreprises qui ont pris ce virage-là, autre que dans le SaaS, quoi. Parce que c'est sûr que bon, les entreprises digitales dans le SaaS, elles ont un petit coup d'avance là-dessus, mais les entreprises un peu legacy doivent s'y mettre. C'est indispensable, comme tu dis, le canal d'acquisition. Nous, au sein de notre société, on est tous directement responsables en fait des efforts marketing. On a un peu comme voilà toutes les sociétés de vente, on a beaucoup de présence de vente, on a un CRM, et si on met pas bien nos contacts et on segmente nos contacts,
dans le CRM, ça va mal se passer en termes de marketing puisqu'ils s'en servent à chaque fois pour envoyer les newsletters ou faire de la communication. Ok, bah écoute, je pense que c'est très très intéressant. Et si on va parler un petit peu des US, si ça te dérange pas? Petite pause pour prendre son souffle dans cet épisode. Avant d'attaquer la partie sur la culture américaine, je vous encourage à noter cet épisode 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est vraiment vraiment important pour le faire remonter dans le classement. Et toujours, à vous rendre sur la page buymeacoffee.com/systemsales pour participer financièrement à l'aventure. Allez, on retourne tout de suite avec Clément. On va parler un petit peu des US, si ça te dérange pas. Oui. Moi, je connais un petit peu. Je travaillais pour une entreprise américaine. On avait des collègues aux US. Voilà, mais j'ai pas ton expérience et ça me ferait plaisir que tu nous expliques un petit peu comment être successful aux US. Si on peut avoir quelques petits tips. Bon, déjà, est-ce que tu peux nous dire comment tu abordes la communication en général avec les gens là-bas et est-ce que tu as identifié des différences avec la communication avec les Français, par exemple? Bon, on dit, de base, on pense pas qu'il y ait une différence aussi importante que ça entre la France et les États-Unis, puisqu'on n'est pas non plus des cultures qui sont à l'opposé. On s'aperçoit très vite que tout est en fait différent, pas l'opposé, mais vraiment c'est pas pareil. Donc il faut vraiment s'adapter à cette culture. Moi, ce que je dis, c'est qu'on on a l'impression de connaître les US parce je veux dire, on est noyé dans la pop culture US on est à peu près la même génération, Clément. On est noyé dans la pop culture US. On a l'impression de connaître, mais moi, j'ai pris une claque quand j'ai commencé à côtoyer les Américains. C'est-à-dire qu'ils me voyaient, ils voient les Français pour moi comme des gens hyper hautains, orgueilleux, voilà. Enfin, même nous, on l'est peut-être en pratique. Et effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est une culture qu'on connaît pas. On est complètement aux antipodes de la culture européenne. Bah c'est ça, on pense que c'est un terrain acquis et en fait pas du tout. On est très vite déstabilisé parce que il faut vraiment se réajuster. Moi, les plus grosses différences. Donc, alors il n'y a pas vraiment de règles. Par contre, je dirais, il faut faire attention à ne pas parler politique pendant un rendez-vous avec un client. Même en dehors, il faut faire très attention. Moi, je fais attention aussi avec mes collègues, hein. C'est pas que c'est tabou, mais c'est que si on dérape sur ce sujet et qu'on n'est pas forcément d'accord, il peut y avoir des conséquences en fait, et on veut pas aller là-dessus. Donc très généralement, on évite ce sujet. Les débats peuvent être vite enflammés, j'ai cru comprendre. Déjà, ils partagent pas forcément. Soit ils partagent pas leur opinion, ou surtout avec un étranger. Et ils pensent que. Enfin, moi, de ce que je me suis rendu compte en parlant politique avec des collègues américains, c'est que déjà, ils pensent que tu n'as rien à dire sur. Enfin, je veux dire, comment tu peux être légitime pour parler de politique américaine? Parce que pour eux, un étranger qui s'intéresse à la politique d'un autre pays, déjà, je pense que tu passes pour un extraterrestre. Mais effectivement, parce que eux, si tu leur parles de politique française, je pense que des Américains qui s'y intéressent, ça va pas courir les rues. Mais voilà, je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'est un sujet. Déjà, ils pensent que tu n'es pas légitime, donc ils estiment que c'est pas nécessaire d'en parler avec toi. Ou ceux qui vont te donner vraiment leur opinion. Moi, j'ai cru comprendre que ça a donné lieu à des débats très vite, très enflammés. C'est ça. Donc eux, ils ont déjà leur avis qui est établi. Et puis voilà, nous, on va dire en tant que Français, je pense qu'on est plutôt ouvert et on adore le débat. Donc on peut parler de tout, de rien pendant très longtemps. Eux, c'est pas vraiment ce cas-là. Ils ont déjà décidé, ils savent dans leur tête ce qu'ils veulent. Et pour leur faire changer d'avis, c'est très dur. Et ils vont plutôt essayer de te faire changer d'avis. Donc c'est un terrain, on va dire, très subtil qu'il faut pas aborder du tout, je dirais, en rendez-vous client. Et du coup, au niveau de ton intégration, je reviens sur la légitimité. Je pense que d'un point de vue professionnel, tu as une légitimité. Ils acceptent un petit peu n'importe qui, on va dire, pour faire du business avec eux. Mais d'un point de vue dans la sphère plutôt privée, ou même dans la sphère un peu casual, on va dire, donc la discussion sur des sujets comme la politique, etc. Est-ce que tu te sens, après 6 ans, tu te sens bien intégré, tu te sens bien accueilli? Tu penses que c'est facile de s'intégrer, justement, en dehors du... Alors, d'un point de vue business, tu vois, tu nous as dit, ouais, c'est bon, ils m'ont accueilli, pas de problème. D'un point de vue privé, comment ça se passe? Tout à fait d'accord. Côté professionnel, ils sont très ouverts. Ça peut être jeune, plus vieux, tant qu'on sait de quoi on parle, qu'on déraille pas du sujet, qu'on apporte tous les éléments, aucun souci. Côté perso,
plus dur. Ils ont donc les relations business faciles, on va dire, mais dès qu'on commence à toucher au personnel, je trouve il y a une barrière, c'est assez dur de s'intégrer à 100%, hein, je dis pas juste bien sûr, aller manger ensemble avec des Américains, que ce soit collègues ou non collègues, ça arrive, mais développer une relation plus que ça, il y a toujours il y a toujours des difficultés que je trouve pas qu'on ait en France ou que je trouve pas qu'on ait avec d'autres expatriés aux États-Unis. Le contact, on dirait, va être plus facile. Les Américains, ils se basent beaucoup, je dirais aussi, sur leur passé, donc à l'école. Si on a été dans la même promo, voilà, on est amis pour presque la vie. Quand on n'est pas issu de ce même milieu, ça va être beaucoup plus long pour générer un même type de relation. Beaucoup de culture, mais beaucoup de cloisonnement, c'est ça? Entre les Oui, cultures. et sais pas trop pourquoi c'est comme ça. Par contre, au sein de ton village, enfin ton village ou de ta ville, je sais pas combien il y a d'habitants, au sein de ta ville, toi-même, tu t'investis dans la communauté de la ville, ce qui pour faciliter ton intégration, ou tu as gardé un mode de vie un peu à la française, ou bon, un petit peu chacun pour soi. Parce que moi, de mon point de vue, aux États-Unis, dans les villes de taille, enfin, j'ai l'impression que c'est important de faire partie justement d'une communauté locale, de s'investir pour être intégré. Comment t'as comment t'as vécu les choses, toi? Alors moi, je suis pas forcément impliqué dans la ville. C'est une grande ville, donc enfin, pour les États-Unis, c'est petit, mais bon, on a 400 000 habitants, donc c'est un Toulouse-Bordeaux avec une agglomération de 1 million Donc d'habitants, c'est pas un donc village. c'est costaud. Pour la France, pour les États-Unis, un peu moins, mais c'est une zone très très active. Moi, je suis pas forcément ouais, actif dans la ville, non. On essaye de faire au côté professionnel pour la société des événements qui sont liés aux technologies, donc dans notre milieu, avec voilà des prospects potentiels ou des gens qui font un petit peu un travail similaire pour voir un petit peu le marché, mais je fais pas plus que ça. On a un salon professionnel qui est dans la même ville chaque année auquel on participe. Donc là, ça nous met aussi en relation un petit peu avec tous les locaux. Mais bon, comme on a tous nos clients partout aux États-Unis ou au Canada, on vit un peu. Donc il y a un petit peu un décalage, voilà, entre la vie professionnelle qui se passe partout euh, sur notre ordinateur et puis la vie personnelle où moi j'ai mon petit cocon, donc groupe d'amis localement. Des amis d'origine européenne ou des amis américains? Beaucoup de Français internationaux. Après, ben moi, je suis un petit peu le pied dedans puisque ma femme est américaine et mon petit garçon est américain français. Il est les deux donc. D'accord. Donc en fait, finalement, tu ressens pas de frustration particulière au niveau de ton intégration. C'est plutôt épanoui là-bas, quoi. Oui, alors après, pour tout avouer, quand Celtec m'a dit voilà, on te prend, moi tout était impeccable, poste, l'activité, tout. Le seul point, on va dire un peu noir, où j'avais aucune idée, c'était Raleigh en Caroline du Nord. Je ne connaissais absolument pas cet endroit. Et du coup, c'était vraiment la découverte totale. Du coup, au début, c'était un petit peu, ben voilà, on prend ses marques. Et très vite, ça a été la grosse surprise puisque ça aurait pu être mais pire que ça. Et du coup, ça s'est même très bien passé puisque j'y suis encore et que ça me dérange pas de rester. Et c'est vrai que Quand tu dis pire, c'est que tu aurais pu rater complètement ton non, intégration mais là-bas. plutôt pire dans le sens où ben l'endroit est pas très sympa, où c'est vraiment boulot. Et puis bon, déjà on s'expatrie, c'est difficile. On arrive dans un endroit où on sait pas trop si on a envie de rester, hein. Tout dépend de la personnalité de la personne. Si c'est une grosse ville, un peu plus à la campagne, ce genre de choses en fait. C'est plutôt ça quand je dis ça aurait pu être pire, puisqu'en fait nous c'est une petite ville taille humaine, donc moi ça me correspond très très bien. Il y a plein de choses à faire, il y a la nature, c'est vert, pas trop loin de la plage, il y a les montagnes un peu plus loin, mais on va dire on retrouve des similarités, bon pas à la même échelle que la France, mais quelques petites similarités qui font que c'est très sympa et qui pour l'instant me donnent l'envie de rester. Et c'est pas évident quand on commence une expatriation, voilà, qu'on commence sur un nouveau terrain en tant que jeune ingénieur,
on sait jamais. Pour se projeter, c'est très dur. On sait pas si on veut faire ça pour engrainer de l'expérience et puis ensuite faire une passerelle pour autre chose, ou si on veut vraiment s'investir à moyen terme ou même pour toujours. C'est vraiment très difficile. Du coup, quand je suis arrivé, ben c'était un peu l'inconnu. Le but, c'était forcément de rester pour un peu plus long terme que faire juste la mission de VIE au tout début pour Saltec, mais rester un peu plus longtemps. Et puis là, il se trouve que c'est la bonne surprise où ça s'éternise, donc c'est très bon signe. Après, je pense qu'il y a un cap à passer en termes de durée, où à un moment donné, bah, bon, effectivement, ça peut très mal se passer et puis tu rentres, mais il y a un moment donné où ça doit être compliqué et il faut quand même te forcer. Après, si tu as une intégration business, ça facilite les choses. Si tu es épanoui au niveau de ton travail, ça facilite les choses. Toi, tu dois avoir aussi des hobbies ou une attirance naturelle peut-être vers les qualités qui font que la vie aux États-Unis est agréable, comme tu parlais, la mer, les montagnes, des hobbies orientés plutôt nature, je pense. Bah plutôt extérieur, ouais. Donc moi, je fais pas mal de sport. Hein. Je suis de base, je suis un nageur. Après, j'ai fait un sport qui est pas très connu, du sauvetage sportif, donc on va dire de la natation appliquée au sauvetage en mer. Ah oui, j'ai vu, il y a des compétitions de ça, non? C'est en Australie ou des choses comme ça. Ouais, ouais, d'accord, ok. Donc ça, voilà, ça, c'est né en Australie, donc c'est vraiment c'est sympa comme sport. Bon, c'est en piscine et aussi en plage pure. Donc c'est pas que être dans l'eau nager. Il y a plein d'épreuves très cool. Et du coup, moi, j'ai fait essentiellement ça quand j'étais basé à Toulouse. Et juste à la fin, j'ai commencé un petit peu à me lancer dans le triathlon et que je fais encore aujourd'hui aux États-Unis. Donc là, forcément, ça, le virus a stoppé un petit peu mes compétitions, le fait d'avoir un bébé, tout ça. Donc c'est pas facile. J'ai toujours gardé en fait cette régularité dans l'effort et que je retrouve aussi beaucoup dans la vente. Il faut être combatif, il faut aller se battre, générer des affaires. Du coup, ça me booste beaucoup. D'accord. Ça, c'est un point important. Je sais pas si on aura le temps de développer, mais ouais, ce qu'apporte le sport dans le métier de commercial et ces choses-là. Mais toi, le sport, tu le pratiques plutôt en solitaire ou ça t'a permis de créer aussi du réseau autour de toi là-bas et ça a été facteur d'intégration? Parce que là-bas, le sport aux US, c'est quand même un truc assez fou, quoi, que ce soit au niveau scolaire, universitaire ou même après dans le travail. Je sais pas si ça t'a aidé, toi. Alors moi, ouais, à râler, c'est bien puisqu'on fait, c'est très nature. Donc là, pour faire course à pied, vélo en extérieur, c'est génial. La seule grosse différence où j'ai une petite déception, c'est en arrivant. Forcément, j'étais très club à Toulouse. Quand j'arrive aux États-Unis, j'essaie pareil, de faire le même schéma, trouver un club, et ça marche pas pareil, surtout pour le triathlon, où ils sont plutôt en mode individuel. Donc j'ai trouvé un club, mais à part faire beaucoup de vélo, on fait pas, voilà, on courait au tout début, mais après ça s'est vite arrêté. Il y avait pas forcément la natation d'inclus dedans, donc complètement l'opposé de ce qui se passe en France où on s'inscrit à un club, on fait tout, on a un réseau super. Là, les Américains sont quand même très individuels et tous ceux qui veulent se lancer dans la performance, surtout bon dans les triathlons, on pense à Ironman ou la moitié de l'Ironman, Half Ironman, ils se mettent un objectif ou de préparation à 6 mois ou un peu plus, ils payent un coach personnel et c'est parti quoi. Ce qu'on devrait faire aussi en France pour parfois. Enfin, moi, des fois. Non, mais en vrai, si tu veux, des fois, en termes sportifs, tu stagnes beaucoup. Alors bon, après, on n'a pas le réflexe de choisir un coach personnel, ce qui finalement pourrait nous aider à faire passer des caps. Peut-être, mais du coup, ça reste individuel. Et du coup, Ouais, d'accord, c'est je ce qui me comprends. manque, sincèrement, c'est ce qui me manque le club pour y aller, se comparer aux autres, se booster et puis Ouais, rester humain, quoi, faire des activités extra sportives. Euh, d'accord. et ça, du coup, je l'ai pas vraiment eu. Donc, essentiellement, je m'entraîne, on va dire, plutôt tout seul. J'ai eu un peu accès, voilà, à une sorte de club pendant un petit moment, mais c'est complètement différent. Alors c'est marrant parce que du coup, je dirais, ils sont très à fond sur le sport à l'école et à l'université. Et pouf, une fois que tu quittes l'université, que tu as un travail, c'est boulot, famille, et ils abandonnent le sport. Alors, ils abandonnent le sport, ils continuent à pratiquer de manière individuelle, d'après toi, mais moins de façon collégiale ou Mais groupée. c'est très ça, ouais. À l'école, ils sont à fond. En plus, ils ont voilà, des scholarships. Si on est bon en sport, on est aidé dans ses études financièrement, qui est moins développé, je dirais, un sport-études, ce genre de choses en France. Mais c'est vrai que dès qu'ils sortent et qu'ils ont une vie professionnelle, bon, les Américains, je dirais ils ont un schéma aussi. Quand ils sortent, il faut qu'ils aient un bon boulot, ils s'achètent directement une maison, une voiture, et il faut qu'ils
qu'ils soient mariés, ils enchaînent directement sur la famille, donc ça va, ils sont, tout est déjà inscrit, quoi. Donc forcément, le sport dans tout ça, c'est un peu difficile. Après, il y en a qui le restent, mais de manière extrême. Donc eux, ils vont vraiment faire tout, tous les jours presque. Donc ouais, c'est vraiment différent. Ouais, donc du coup, c'était pas un facteur le sport est pas un facteur d'intégration particulièrement, donc ce qui peut compliquer les choses quand tu arrives là-bas et que tu cherches à t'intégrer, quoi. T'as pas de club Ah, c'est ça. ou t'as pas des choses comme ça. Faut que tu ailles à l'église ou faut que si tu veux vraiment retrouver une communauté, ça passe par d'autres choses que le sport. Bah, je pense il doit y avoir des clubs, mais en tout cas dans le sport que je pratique, j'ai pas vraiment trouvé l'équivalent qu'il y a en France. Ça, c'est certain. Bon, enfin voilà. Donc Clément, on va aborder une dernière partie dans notre entretien qui concerne le management d'équipe. Qu'est-ce qui t'a plu toi dans le management et qui t'encourage aujourd'hui à continuer? Tu arrives à trouver une complémentarité avec tes fonctions de sales? Comment tu abordes les choses? Pourquoi tu as gardé des ventes à toi? Raconte-nous un petit peu ton... Donc moi, j'ai donc commencé, ouais, j'ai fait 3 ans en pure vente au tout début avec Celtech, et ensuite il se trouvait qu'on avait besoin de plus de présence locale et responsable vente, et du coup ça a été un petit peu logique que ce soit moi. Après, parce que bon, j'étais local, que je connaissais depuis plusieurs années déjà les produits, le territoire, que j'ai été exposé vraiment à des situations où il a fallu que je prenne des territoires en charge d'autres personnes. Du coup, ça m'a fait connaître l'intégralité, et du coup, il s'est trouvé naturel au bout de 3 ans que, en tant que responsable, au lieu d'aller sourcer quelqu'un extérieur, peut-être un peu plus senior, ben de faire appel à moi qui était déjà formé, voilà, le pied à l'étrier, je connaissais bien les spécificités du business et j'étais local au bureau US. Et du coup, Schéma classique. Schéma voilà, classique, on a une équipe de vente, on prend le plus motivé ou le meilleur et on le bombarde c'est ça. manager, quoi. Mais challengeant, puisque du coup, là, il y a 3 vendeurs, et on va dire, il y a plutôt deux profils seniors, un profil pas junior, tout au-dessus, et du coup, faut s'adapter. Donc moi, je suis pas non plus, enfin, on va dire, assez jeune pour le poste, et il faut mettre en place, bien sûr, tous ces outils que j'avais pas forcément fait avant, hein. En France, j'ai pas managé d'équipe du tout en termes de vente. Là, c'était vraiment, on va dire, la première fois et de manière officielle au sein de la société. Donc pas facile, mais bon, après, je dirais, j'ai l'avantage d'être dans une petite équipe. Chacun est censé normalement être autonome. Faut juste structurer le tout, mettre en place en fait des réunions régulières, et essayer de tenir, bah, du coup, les engagements qu'on s'est fixés pour tenir l'année, quoi. Chaque année, donc on met nos targets, on essaye de les atteindre, et il faut mettre en place plusieurs outils pour y arriver. Voilà un petit peu. Quel type d'outil vous utilisez? Par rapport à la target, vous savez que vous avez un taux de conversion à hit rate de X%, donc je ne sais pas si tu as une target X et il te faut X fois le nombre d'opportunités dans ton funnel, vous monitorez ça, vous avez... On fait un petit peu d'analyse avec notre CRM, forcément. Ça aide pas mal à savoir un petit peu, bah, combien nous on parle de forecast, donc on sait à peu près l'année en cours, mais surtout l'année qui arrive. C'est ça qui nous intéresse le plus. Et en fait, donc on le compare avec la tendance des ventes actuelles, donc tout ce qu'on facture mois par mois. Et on essaye du coup forcément de rectifier si jamais on voit une déviance énorme. Mais bon, on n'a pas vraiment d'outils, on va dire, très 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 précis, hein. On est petit. Moi, je fais pas que du responsable commercial, hein. Je fais un petit peu, je coordonne l'équipe, et ensuite, il faut que je m'occupe de mes territoires de vente aux États-Unis, au Canada. Donc, il faut que j'imbrique un peu les deux. Je dirais la force, c'est que je garde cette partie vente, puisque je donne l'exemple sur mes territoires, je génère du coup des opportunités. Ça pousse les autres, plutôt que je reste voilà dans mon bureau à dire tiens, il faut faire ça, ça, ça. Les gars, il faut sortir des nouvelles opportunités. Bon, oui. Là, on est tous dans le même pot. J'identifie en fait quels sont les problèmes, et que je recentre les efforts de l'équipe de vente. Puisque nous, on a un territoire, donc petite équipe, très gros territoire. Comme je l'ai dit, on est dans des produits, donc nos composants électroniques peuvent aller dans beaucoup de types de produits différents, et du coup, on s'éparpille énormément. Donc on peut passer énormément de temps sur des sujets divers, et à la fin de la journée, ben, on n'a pas fait grand-chose. Donc en fait, il y a un énorme travail pour restructurer tout le temps l'équipe, rappeler les objectifs,
et faire des revues régulières pour voir si tout est tenu. Je partage assez ton point de vue sur entre guillemets, l'exemplarité, en tout cas le fait de garder un territoire pour soi, déjà pour garder un pied sur le terrain, voir ce qui se passe et être force d'exemple. Alors il y a des théoriciens du management qui sont sûrement contre ça, avec de très bons arguments. Moi je pense que c'est un peu du management par l'exemple, surtout dans la vente où il faut des fois un peu se faire violence. Donc c'est un peu ça ressemble plus à capitaine d'équipe de sport que coach sur le banc, quoi. Est-ce que tu penses que si tu étais manager à 100% et que tu mettais en place, peut-être tu aurais plus de temps pour mettre en place un processus clair, une amélioration continue de votre processus de vente, peut-être une stratégie d'acquisition client encore plus développée. Enfin, je ne sais pas si tu étais 100% dédié au management, tu penses que ça augmenterait ton business? Pas forcément en temps actuel, vu la structure de la société et du marché. Comme j'ai dit, c'est quand même des business longs, donc c'est pas forcément parce qu'on embauche trois nouveaux commerciaux pour prendre mes territoires et puis un petit peu des autres pour délester et que je passe 100% en supervision. C'est pas dit et ça va mettre énormément de temps avant qu'on génère vraiment la source financière pour gérer les trois nouveaux entrants, quoi, par exemple. Donc nous, on n'a pas le choix, on est petit, il faut s'adapter et on fait en fonction de là, on a besoin. Donc, on a besoin que chacun soit à 100%. Je supervise. On est amené à grossir, donc on va introduire sûrement un vendeur bientôt dans l'équipe. Mais c'est difficile, c'est pas juste parce que voilà, on met de la ressource humaine qu'on va générer plus de business dans la foulée. D'accord. Il n'y a pas ton ego qui parle là en disant j'ai pas envie de laisser une partie de mon territoire, j'ai pas envie de lâcher complètement la vente, d'être 100% manager? Un petit peu. C'est vrai que mon territoire, il est sympa. Lâcher du territoire, c'est difficile puisque je l'ai en charge depuis quelques années. Ouais. Et puis on met des efforts dedans. Donc, comme je dis, c'est plutôt du long terme. Ce qui paye maintenant, je l'ai peut-être fait il y a 2 ans, voire 3 ans, en faisant mes visites régulières clients. Du coup, le transférer, ben forcément, il y a un fonds de roulement qui va être direct donné à quelqu'un, en fait. Et c'est pas forcément le boulot de la nouvelle personne entrante. Donc c'est difficile de vraiment lâcher un territoire. Par contre, il y a un moment, faut voir la réalité en face. Si je n'arrive pas à tenir et qu'il faut plus de management ou que j'arrive pas à tenir la cadence avec l'activité actuelle, il faut forcément savoir se restructurer. Et nous, on est sur voilà, des vendeurs avec des territoires bien précis. J'ai déjà vu au sein de la société la philosophie de parfois tous les 5 ans ou un peu plus changer les territoires pour rebooster l'activité, pour pas qu'on s'assoie dans nos acquis et pour on repart de zéro, pas de zéro, mais on repart sur un nouveau territoire. On a toujours notre ancien collègue qui a géré cette partie, à qui on peut se référer, mais au moins on repart et on relance un petit peu, on rebooste un petit peu l'activité locale. Comment tu gères en tant que compagnie la dépendance à une personne? Enfin, je sais pas, Clément a un territoire donné. Demain, Clément quitte la compagnie pour une raison X ou Y. Comment tu gères ça? Il faut gérer la transmission. Comme on dit, il y a des entreprises, leur philosophie, c'est l'entreprise est plus forte que l'individu. Donc, l'entreprise doit survivre au départ de n'importe quelle personne. Ouais. C'est moins vrai aux États-Unis. En France, je dirais, les clients sont plus, bon, ils vont rester plus avec nous, d'accord, dans le temps. Si ça marche bien, la formule marche bien, aucune raison qu'ils changent. Aux États-Unis, ils sont plus centralisés sur le projet. Ils veulent que leur produit qu'ils vont, mettons, concevoir soit le mieux au monde. Et peu importe réutiliser ou pas leur ancien fournisseur ou partenaire, aucun problème. Ils vont pas se poser trop la question. Ils veulent trouver le meilleur du marché. D'accord? On est Donc, moins sur un réseau interpersonnel. On est plus sur, voilà, moi je suis client, je m'adresse à la compagnie et je m'en fiche du vendeur. Enfin, en fait, peu importe. Oui, je suis content d'avoir une bonne relation avec lui, mais c'est pas indispensable. Enfin, c'est pas primordial, quoi. C'est pas la personne qui est primordiale, c'est le produit. exact, c'est un petit peu ça. Et puis aussi, si demain, nous, on a un vendeur qui part, on connaît les plus gros clients, hein. C'est des sujets qui sont récurrents, qui reviennent
souvent, donc on connaît peut-être pas l'ingénieur derrière ou l'acheteur, mais on peut l'avoir dans d'autres bases de données. Mais par contre, on est déjà familiarisé avec le projet en général. Donc, c'est sûr que si un vendeur part, c'est difficile. Nous, en tant que petite société, il faut reformer quelqu'un assez vite. Il faut trouver un bon profil, le reformer. Donc, il y a le reste de l'équipe qui est obligé de prendre une partie de la charge. Donc, en général, c'est ce qui se passe. Ouais, et puis après, du coup, ça demande aussi d'avoir peut-être des processus qui ont l'air d'avoir été établis en France, puisque toi, t'avais suivi je reviens à ce mois commando de mise en chauffe, quoi. Mais si je reviens par rapport à la caractéristique de rotation des ventes et les liens interpersonnels, on voit qu'en France aussi, ça t'oblige, quand tu atteins une certaine taille, à avoir des strates, sales manager, key account manager, super key account manager, parce qu'en fait, finalement, les gens ont tellement des relations interpersonnelles importantes qu'ils n'acceptent pas forcément le renouvellement de leurs interlocuteurs dans les boîtes. Enfin, moi, c'est un peu le sentiment que j'ai. Et en France, je dirais, c'est stable au niveau de la clientèle. Nous, aux États-Unis, et surtout côte ouest, donc Silicon Valley, faut être très flexible. Donc déjà, tout va très vite. Quand ils sont sur un projet, il faut qu'ils aient tout pour demain. Donc faut être hyper réactif en tant que vendeur. Et ensuite, faut être flexible, parce que c'est pas parce qu'on connaît quelqu'un bien, c'est gagner le compte. Demain, il peut partir dans une autre société. Ici, il change énormément de postes, donc tous les 2-3 ans, ça change. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est aussi de suivre la personne plutôt que l'entreprise. Donc si l'ingénieur, il a un bon feeling avec nous, il connaît bien nos produits, il faut essayer de le suivre plutôt que sa société. Donc peu importe là où il va aller, donc on espère bien sûr qu'il va aller dans le même type d'industrie, avec un produit qui va utiliser des composants similaires à ce qu'on fait. Et là, du coup, on suit plutôt la personne que la société. Donc c'est vraiment quelque chose de différent, je dirais, par rapport à ce qui se passe en Europe. D'accord. Bon, bah écoute Clément, on va arriver au terme de cet entretien. Donc j'avais juste 2 petites questions à te poser. La première, elle te concerne. Qu'est-ce qui fait encore rêver Clément Fert? Qu'est-ce qui te booste encore un peu? Alors, moi, je dirais la variété de mon travail. Pas du tout monotone, il se passe toujours des choses. Il y a toujours des clients qu'on perd, des clients qu'on gagne. Et voilà, très varié en termes d'activité. Donc ça me booste énormément. Et c'est aussi de voir les perspectives de croissance. Nous, on est une petite équipe, on a un territoire énorme, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ça va pas arriver aussi vite que ce qu'on l'espère, forcément, mais on a notre carte à jouer pour vraiment se grossir beaucoup plus. Dans quelques années, on peut peut-être doubler notre équipe. Notre but, c'est d'être un petit peu dans le même modèle que ce que la France est. Après à peu près 30 ans d'activité, nous on en a à peine 10. Donc on espère, on est sur cette rampe, donc c'est excitant de faire partie de ça et de pousser pour que ça arrive. Et quel conseil tu donnerais alors aux jeunes ingénieurs pour réussir leur carrière? Je dirais qu'il faut être toujours motivé. Donc moi, en tant que sportif, ça me booste. Faut trouver quelque chose qui nous motive en permanence. Donc faut pas perdre la foi. Et dès qu'on a une opportunité, il faut la saisir. Donc c'est difficile quand on demande. Enfin moi, quand j'étais encore à l'école, j'en avais aucune idée de ce que je voulais faire en termes précis, donc de poste. Le but, je dirais, qu'il faut être ouvert, multiplier les expériences un peu à droite à gauche pour vraiment se centraliser sur ce sur quoi on est bon et ce sur quoi ce qu'on aime. Ouais, c'est un super tip ça. Se focaliser sur capitaliser là où t'es bon et peut-être aller à fond là-dedans pendant quelques temps, ce qui t'a changé après, mais pas et surtout faire un truc qui te plaît, quoi. Ouais, je pense que là-dessus t'as tout à fait raison. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous dans 2 semaines pour une autre super interview en direct du Canada cette fois. Je vous dis à très bientôt.